Alors, nous avons dit que vous avez deux modalités de croissance, à savoir soit dans les conditions naturelles, c'est-à-dire une croissance en présence de facteurs limitants, ou bien dans les conditions naturelles, ou encore les conditions artificielles, à savoir une croissance en absence de facteurs limitants. Ça va? Voilà, soit donc deux modalités de croissance, dans les conditions artificielle, croissance en l'absence de facteurs limitants, c'est AFL, ou bien dans les conditions naturelles, c'est-à-dire là où la population est exposée aux conditions naturelles, c'est-à-dire présence de facteurs limitants. Ok? Alors voilà, donc les deux types de croissance donc, sont représentés comme suit. En bleu, donc vous avez la courbe qui traduit la croissance en l'absence de facteurs limitants, c'est une croissance qui est... Quel est le type? Ce type de croissance, il est dit une croissance exponentielle. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire que voilà, la population, il suffit que la population augmente d'une façon illimitée, ce qui n'est pas vrai. Hein, c'est absence de facteurs limitants. Mais dans les conditions naturelles, hein, toute croissance, toute chose a une fin. Et par conséquent, la courbe elle est en rouge, c'est-à-dire que depuis la population croît, jusqu'à un certain moment, lorsque l'effectif maximal est atteint, voilà, le milieu voilà, qui se manifeste et donc qui annule la croissance, ça veut dire que la densité maximale elle est atteinte. Et on parle d'une croissance en présence pardon, de facteurs limitants, et c'est une croissance, la courbe traduit ce type de croissance, c'est dit une croissance, comment? Logistique, tout à fait, voilà, logistique, bien une courbe en S, bien une courbe sigmoïde, ça va? Donc, rappelez-vous bien, donc, que vous avez deux types de croissance, une croissance exponentielle en absence de facteurs limitants, et une croissance logistique en présence de facteurs limitants. Excusez-moi. Ça va? Vous y êtes? C'est bon? Très bien. Ce qui nous intéresse, nous, quel type de croissance qui nous intéresse, nous, naturalistes, que nous suivons les animaux dans la nature? C'est logistique, effectivement. Hein? Parce que nous, ce qu'on fait, c'est l'écologie, effectivement, c'est la nature, et effectivement, la croissance, la vraie croissance, c'est la croissance réelle, c'est la croissance logistique. Vous y êtes? Et effectivement, donc, ceci me conduit que dans ce type de croissance, dans la nature, normalement, quel que soit, malgré cette croissance, effectivement, donc la population, il fait tout hein, pour conserver la pérennité hein, de sa propre espèce. Effectivement, par conséquent, dans la nature, la croissance, l'augmentation de la taille de toute population, elle varie, elle fluctue selon les conditions du milieu. Vous y êtes? Dans la nature, effectivement, l'effectif de votre population, bien sa taille, hein, donc il peut soit augmenter, si les conditions sont favorables, il peut diminuer, si les conditions sont favorables, et dans la réalité, qu'est-ce que doit avoir normalement? Hein? Un équilibre, tout à fait. Et par conséquent, l'effectif de votre population devrait rester relativement stable. Ben, d'où la notion effectivement d'équilibre. Ben, c'est ça. Hein. Dans la nature, malgré quelles que soient les conditions, les populations animales doivent maintenir l'équilibre. C'est vrai qu'il y a des bons moments où la population augmente, il y a des mauvais moments où la population diminue, mais pour continuer à vivre, votre population elle est condamnée. Elle doit maintenir un équilibre. D'où cette notion d'équilibre, effectivement, voilà, qui veut, c'est quoi cette notion d'équilibre dans les conditions naturelles. Naturelles, pas artificielles. Dans les conditions naturelles, effectivement, les populations animales, mais aussi végétales. Hein, je précise animal, spécialité oblige, effectivement. Donc, dans la nature, les populations animales ne se multiplient jamais jusqu'à une limite qui dépasse leur effectif maximal. C'est pas normal, parce que sinon ils vont s'autodétruire. Mais aussi, hein, ils ne doivent pas rester en dessous d'un effectif minimal. Vous vous souvenez de la définition d'effectif, c'est quoi? C'est l'effectif qui a le nombre minimum nécessaire pour le maintien de la population. Autrement dit, vous avez deux limites. Voilà, un maximum et un minimum. Hein, d'accord? Mais vous n'êtes pas
Voilà, vous ne pouvez pas dépasser le maximum. Et vous ne pouvez pas, voilà, se multiplier ou bien rester au-dessous du minimum. Autrement dit, entre ce maximum et ce minimum, vous pouvez effectivement fluctuer, vous pouvez varier. Hein. La taille de votre population pourrait fluctuer. Vous y êtes? Très bien. Ok? Donc, ceci effectivement nous conduit à cette notion de minimum létal et de maximum létal. Si vous dépassez votre maximum, donc vous allez vous suicider quoi. Hein, c'est ce qu'on appelle un maximum létal qui tue, à ne pas dépasser. Si vous descendez au-delà d'un minimum létal, voilà, c'est le suicide aussi. Il ne faut pas. Donc là, entre un minimum létal et un maximum létal, voilà, vous pouvez fluctuer comme vous voulez. Et c'est ce que font les populations dans la nature, effectivement, en réponse aux conditions de leur milieu. Ceci nous conduit effectivement à ce qu'on appelle les fluctuations dans le temps et bien entendu dans l'espace des populations naturelles. Alors, comment ils fluctuent? La réalité, c'est ça. Hein? Ils fluctuent, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments, effectivement. Et c'est la vie. Il fallait trouver un compromis. Ce compromis, c'est quoi? C'est l'équilibre. Et l'essentiel, c'est que je continue à vivre. Il faut faire beaucoup de choses, effectivement, pour continuer à vivre. Alors, donc, trois grands types de fluctuations dites fictives, ou bien d'abondance de population sont à connaître. Il y a trois types de fluctuations. Un, ce sont des fluctuations cycliques, c'est-à-dire qui suivent un cycle. Chaque mois, chaque saison, chaque année, c'est cyclique. Mais aussi sont prévisibles, c'est-à-dire c'est prévu. Je sais qu'en période de reproduction, il y aurait augmentation de la natalité. Et par conséquent, augmentation de la taille, parce qu'il y aurait des naissances. Hein. Je sais qu'en période hivernale, c'est-à-dire à la fin donc la reproduction, à l'arrivée de l'automne et de l'hiver, il y aurait des mortalités. La population va. Donc c'est cyclique, selon des saisons, mais prévisible. On le sait. Vous voyez? Donc le premier type, c'est ça. Ce sont des fluctuations cycliques prévisibles. 1. 2. Ce sont des fluctuations non cycliques qui ne respectent pas des périodes bien précises, peut-être chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, j'en sais rien. Ça dépend des populations et ça dépend de leurs conditions du milieu de vie et sont imprévisibles. Voilà, qu'on ne peut pas prévoir, imprévus. Voilà. Et le troisième et dernier type, ce sont des fluctuations de nature éruptive, c'est-à-dire de nature accidentelle, qui arrivent d'une façon imprévue, soudaine, et les conséquences sont lourdes. Le cas par exemple des séismes, des tremblements de terre, des inondations, etc. etc. Voilà. Bref, à maintenir, donc sachez qu'il y a trois types de fluctuations chez les populations dans la nature. Voilà. Cyclique, prévisible, acyclique, imprévisible, et éruptive ou bien accidentelle. On va voir chacun de ces types avec détail et avec illustration. Pour le premier type, effectivement, voilà, donc fluctuation cyclique et prévisible, comme son nom l'indique, effectivement, voilà, qui est à l'origine de ces fluctuations? C'est en fait, c'est le milieu. C'est le milieu. Dans votre milieu, vous pouvez se multiplier tant que possible. Mais à un certain moment, lorsque l'effectif maximal est atteint, le milieu s'oppose. C'est-à-dire que R s'annule et le milieu qui dit stop, je ne peux plus supporter d'individus. Nous avons cet amphi, il est fait pour 200 étudiants. C'est le milieu de vie par exemple. Au-delà de 200, on ne peut pas accepter des étudiants. Pourquoi? Parce que l'amphi a atteint sa capacité limite. Ça se passe la même chose, ça se passe dans la nature. Voilà. Le milieu, là, il autorise l'augmentation de la taille tant que l'effectif maximal n'est pas atteint. Mais une fois atteinte la taille maximale, le milieu dit voilà, stop. Qu'est-ce qu'il fait? Il va annuler quoi pour stopper la multiplication? Qu'est-ce qu'il va faire le milieu? Il va diminuer la natalité, il va augmenter la mortalité. Les flux entrants et les flux sortants sont à l'origine de cet équilibre, effectivement. Ça va? On va revoir ici tout de suite. Voilà. Donc, effectivement, l'effet négatif des facteurs de milieu, c'est-à-dire le surpeuplement. Surpeuplement, c'est-à-dire le dépassement de l'effectif maximal. Le manque de nourriture. S'il y a un manque de nourriture, effectivement, on ne va pas se multiplier. Parce que la nourriture ne sera pas suffisante pour tout le monde. Voilà, les maladies, effectivement.
Hein. Si on est nombreux, plus on est nombreux, plus voilà, on est proche l'un de l'autre, plus il y a transmission. Voilà, la Covid-19 déjà, pourquoi ces barrières, ces gestes barrières, effectivement, c'est pour éviter la contamination. Ben, la même chose, ça se produit dans la nature, effectivement. Voilà, donc, ces effets négatifs, effectivement, lorsqu'ils apparaissent, c'est pas pour rien. Ben, c'est pas négatif en fait, c'est positif, c'est pour le bien de la population. Pourquoi c'est pour le bien? Parce qu'en fait, il va limiter les individus qui passent l'effectif maximal. Il y aurait élimination, éradication de certains individus, généralement les vieux, les malades, les peu courageux, etc., etc. Donc là, effectivement, la nature, si vous voulez, les conditions naturelles, voilà, il autorise voilà, les populations à mieux fonctionner dans leur milieu naturel. Normalement, voilà. Donc, cette fluctuation cyclique est prévisible, normalement. Comment elle se manifeste? Comme je vous dis tout à l'heure, il y a des bons moments, il y aurait un maximum, un pic. Voilà, c'est période de reproduction. Bon moment, conditions favorables, printemps-été, allez-y. Nourriture, conditions favorables, vous pouvez se multiplier. Très bien. Donc, un maximum, un pic, effectivement. Mais, après le printemps, l'été, ça arrive quoi? L'automne. Et après, l'hiver. Les conditions défavorables. Donc, seuls les animaux physiquement aptes et bien donc adaptés vont survivre. Les autres vont mourir, vont disparaître. Une chute. Voilà, un minimum. Voilà. Et ça continue. C'est la vie. Ça augmente, ça augmente, ça baisse, etc. Donc, ce sont les conditions naturelles, effectivement. Et généralement, donc, sont de nature périodique, effectivement. Ce que je viens de vous expliquer, ça se fait quoi? Printemps-été maximum, automne, voilà, automne-hiver minimum. Donc c'est annuel, un cycle. Hein? Et c'est encore saisonnier, 4 saisons. Ça va? D'accord? Ok. Donc sont de nature périodique et peuvent être soit de courte durée, chaque saison, chaque année, comme ils peuvent être de longue durée, chaque 3 ans, chaque 4 ans. On va voir, ça dépend des animaux et surtout ça dépend de leur milieu de vie. Allez, on va voir donc ces deux types de fluctuations périodiques cycliques, c'est-à-dire que soit être de courte durée, soit de longue durée. Voilà. Premier cas, courte durée, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est généralement annuel, donc plus ou moins régulière. Chaque année, ça se fait ceci, la reproduction. Voilà, printemps, été, automne, hiver. Voilà, c'est donc chaque cycle. C'est annuel et c'est d'une façon régulière. Voilà, généralement annuel, c'est le cas. Voilà, maximum de densité à la fin de la période de reproduction. Voilà. Et minimum au terme de la mauvaise saison. La mauvaise saison, je veux dire, l'automne et l'hiver, effectivement. Voilà, donc c'est le cas des populations d'oiseaux et des populations de mammifères d'une façon générale. Mais les exemples sont nombreux. Mais quand même, chez les oiseaux, ça s'observe. Vous-même, si vous êtes un peu, si vous avez l'œil naturaliste, effectivement, vous pouvez constater qu'au printemps et été, les populations d'oiseaux augmentent de taille et qu'en hiver, et en automne-hiver, les populations d'oiseaux diminuent. Voilà, c'est naturel. Ok, très bien. Effectivement, donc toujours ces fluctuations, elles sont, j'ai dit annuelles, mais dire une année, un cycle, c'est saisonnier, c'est 4 saisons. Vous avez 2 saisons favorables et 2 saisons défavorables pour les animaux dans la nature, effectivement. Voilà. Apparition d'un grand nombre de jeunes en période de reproduction et par conséquent une nette augmentation de l'effectif. Voilà. Forte mortalité à la mauvaise saison, je viens d'expliquer ce qui est fait, ce qui ramène, si vous voulez, la taille de population à l'état initial. Le but ici, c'est quoi? C'est toujours l'équilibre. Vous avez une augmentation, d'accord? Vous avez une diminution après, mais en fin de compte, il fallait retrouver l'équilibre. C'est essentiel. Sans équilibre, vous ne pouvez pas vivre. Voilà. Dans la vie aussi, il fallait avoir un équilibre. Hein? Si vous dépassez soit vers diminution, soit vers une augmentation, vous êtes foutu. Okay? Donc l'équilibre, hein, c'est un bon mécanisme dans la vie de toute population, quelle que soit. Okay? Très bien. Donc la moyenne du nombre d'individus d'une année à l'autre reste sensiblement constante, la moyenne. C'est-à-dire que toujours il devrait y avoir un équilibre. Voilà, très bien. Ok. Voilà donc pour cette fluctuation cyclique sur de courtes périodes.
Voilà, annuel, saisonnier. Par contre, le deuxième cas, si vous voulez, fluctuation, donc toujours saisonnière rapidement, c'est le cas des oiseaux, comme je vous ai dit. Voilà, effectivement, là, juste pour illustrer ces fluctuations donc cycliques, période de courte durée, voilà, augmentation en période de reproduction, diminution à la fin, donc la saison de reproduction, l'équilibre. Donc là, c'est juste pour vous montrer ceci, le cas le plus spectaculaire, l'exemple le plus courant dans la nature, c'est le cas chez la vivrone, effectivement, chez les oiseaux. Deuxième cas, voilà, fluctuation périodique, mais cette fois-ci sur de longue durée, voilà, de longue durée. C'est-à-dire que votre population, elle reste constante, l'effectif reste stable durant plusieurs années. Et les fluctuations et les variations s'observent après, par exemple, chaque 3 ans, par exemple. Chaque 3 ans, il y aurait fluctuation, augmentation. Voilà, il y aurait variation chaque 3 ans. Chaque 4 ans, par exemple. Chaque 3 ans chez les coléoptères, trisannuel. Quadrannuel chez les rongeurs, effectivement. Parfois même décennal, chaque 10 ans. C'est-à-dire que la population reste stable, voilà, en équilibre, il se défend, voilà, dans la nature, mais à un certain moment précisant, il y aurait des fluctuations civiles. Mais toujours, la population veille à retrouver l'équilibre. C'est ce qui est normal. Voilà. L'exemple effectivement le plus courant et l'exemple que je choisis pour vous, c'est le cas, par exemple, du nord canadien, où vit une espèce de lynx et une espèce de lièvre, effectivement. Et vous voyez effectivement que, voilà, c'est à chaque 10 ans qu'il y aurait un pic. Voilà, vous voyez. Donc, en bleu, c'est la variation de la taille du lièvre, et en rouge, c'est la variation de la taille du lynx, effectivement. Voilà, ce sont des espèces qui cohabitent dans le nord canadien. Qu'est-ce que ça représente en fait? Quelle relation lie ces deux espèces? Et la relation qui lie ces deux espèces, à votre avis? Quelle relation lie ces deux espèces? Que représente le lynx par rapport au lièvre, ou bien que représente le lièvre par rapport au lynx? Une relation prédateur, proie. Oui. C'est ça, c'est une relation prédateur-proie. Effectivement, voilà. Donc sur une période, voilà, excédant un CED, donc un suivi de longue durée, un suivi sur le terrain de longue durée, effectivement, permet en fait de constater, voilà, qu'une variation d'effectif des lynx en fonction de la variation de l'effectif du lièvre. Voilà, effectivement, vous voyez sur le schéma, sur les courbes là, de 1850 à 1925, effectivement, voilà, lorsque la taille du lièvre augmente, la population du lièvre augmente, celui du lynx aussi. Voilà, c'est cyclique, voilà. Mais chaque 10 ans, quelle conclusion pourrez-vous tirer de ceci? Cette courbe-là, quelle conclusion pour vous? Tout ce que vous pouvez en conclure? Pourquoi la taille du lynx augmente lorsque la taille du lièvre augmente? J'avais dit la réponse en fait. Voilà. C'est ce que commande l'autre. S'il n'y a pas, c'est la nourriture que commande. Voilà, le prédateur, s'il n'y a pas de lièvre, il n'y aura pas de lynx. C'est donc, voilà, la taille des populations des proies qui commande celle du prédateur, tout simplement. Voilà, c'est la conclusion à laquelle je vais arriver et c'est très, très intéressant. Voilà, c'est donc la variation, bien les fluctuations des proies qui commandent celle des prédateurs. Lorsqu'il n'y a pas de lièvre, les lynx ne sont pas là. Voilà. Lorsque les lièvres sont abondants, les lynx ils profitent, ils sont là, ils augmentent de taille, c'est assez normal. La nourriture, l'énergie, reproduction, augmenter la taille. Tout est lié, tout est lié. Effectivement. Attention, c'est très intéressant cette liaison entre effectivement facteurs biotiques, abiotiques, etc., etc. Très bien. Ok. Voilà donc pour ce premier type, à savoir donc fluctuation des populations, donc cyclique, périodique. Que ce soit de courte durée ou bien de longue durée. Ok? Alors, deuxième cas. Cette fois-ci, deuxième cas, fluctuation non cyclique. C'est-à-dire, on ne respecte pas un cycle. Non, jamais. Et imprévisible, inattendu. C'est imprévu aussi. Ça existe. Ça existe, effectivement. Voilà. Ces fluctuations, en fait, elles ont des caractéristiques. Elles sont moins fréquentes dans la nature.
les plus fréquentes, les fluctuations les plus fréquentes, les plus réelles, ce sont le premier cas, fluctuations cycliques, périodiques, généralement sur de courte durée, sont les plus fréquentes, plus ou moins longue durée aussi. Mais là, ça existe, mais pas trop fréquent dans la nature, effectivement. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces fluctuations non cycliques et imprévisibles? Ben, comme je l'ai dit, je répète, elles sont imprévisibles. Inattendues. Il arrive d'une façon soudaine. Voilà. Ah, inattendu, effectivement. Déjà, imprévisible, voilà. Irrégulière. Il ne respecte pas un cycle annuel ou bien une saison. Non. Ah, voilà. Ça peut arriver en été, au printemps, automne, hiver. Ça peut arriver, voilà, au début de l'année, fin de l'année. Ben, imprévisibles, donc ils sont irrégulières, effectivement. Voilà. Apériodiques. Ils n'ont pas une période bien précise. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est tout le temps absence. Voilà, effectivement. Elles sont marquées par de subites pullulations. Lorsqu'il y arrive, généralement, vous avez la taille de votre population qui augmente d'une façon spectaculaire. Voilà. Vraiment, ça augmente d'une façon spectaculaire. Puis, ça chute. Vous voyez? Voilà, donc là, si vous voulez, l'intensité de la variation, de la fluctuation, elle est trop marquée. Hein. Mais est-ce que c'est bon à votre avis? Désolé. Oui, effectivement. Parce qu'attention, les choses qui se font d'une façon apériodique, imprévisible, acyclique, ben, c'est mauvais et c'est accidentel. Voilà donc ces caractéristiques. Imprévisible, irrégulière, apériodique, énorme pullulation, bien augmentation de taille, c'est pas bon. Mais ça existe quand même, ça existe dans la nature. Et je vais vous donner des exemples. Voilà. Parfois, ça peut que plusieurs décennies, plusieurs années, voilà, pouvant il s'écouler entre deux pics. Vous pourrez avoir un pic ici, hop, maximum, il faut attendre 10 ans avec une stabilité équilibre pour avoir un deuxième pic. Voilà, vous voyez, donc là, dans la nature, c'est pas évident à trouver quoi, mais ça existe d'une façon accidentelle comme on va voir ces exemples. Voilà, exemple de ces fluctuations acycliques et imprévisibles. Voilà. Ici, par exemple, vous avez une antilope montagnarde. Une antilope, une espèce d'antilope, voilà, de gazelle qui vit dans la montagne, effectivement. Et le suivi de cette population d'antilopes, voilà, a montré en fait qu'il a vécu deux grands pics. Voilà, deux grands pics. De 1960 à 2000, par exemple, elle a vécu deux grands pics. Ben, le premier pic, c'est vers 1970. Après, là, vous avez une chute. Ouais. Et après, le deuxième pic, c'est entre 1990 et 2000, je dirais vers les 1996-95, un maximum, une chute brutale, vous voyez, hein? Donc là, voilà, effectivement, là, c'est difficile dans la nature, à votre avis. Ben, si jamais je vous demande quelle serait la cause, à votre avis, de la première chute, puis de la deuxième chute, à votre avis, hein? Ben déjà, je vais vous donner les conditions. Le milieu, c'est un milieu montagnard. Voilà. Donc, il y a un milieu montagnard. Donc, le facteur limitant sera quoi? En montagne, qui c'est le facteur le plus difficile? Donc, le facteur à lequel il est maintenant? La neige, c'est le froid. Voilà, c'est le froid, effectivement. Voilà. Dans en montagne aussi, qu'est-ce qu'il y a comme espèce prédatrice? Généralement, sur les vignes, généralement pas chez nous, mais par exemple en RSC, les populations de loups, ils sont tout le temps. Voilà. Donc ce qui fait à l'origine de ces deux chutes, elles peuvent être soit d'origine biotique ou abiotique. Voilà. Ben, effectivement, le premier cas, ben, c'est une baisse due à la prédation par le loup. Ben, à un certain moment, vous avez les populations de loups qui arrivent et attaquent la population. Voilà, une chute, mais quand même, une chute qui n'est pas aussi difficile, parce qu'en fait, il y a un rétablissement juste après, la population a pu retrouver sa position initiale. Mais dans le deuxième cas, vous avez une chute qui a risqué d'éliminer la population. Voilà. Donc là, normalement, à l'origine, c'est devrait être abiotique. C'est effectivement une vague de froid. Alors ici, c'est une baisse due à un hiver rigoureux, une baisse à la température qui provoque en fait une énorme mortalité. On va voir en fait que la régulation des populations il dépend de multitudes de facteurs, soit biotiques, soit abiotiques. Et ça dépend aussi soit des facteurs dépendants de l'anticorps, je reviendrai tout à l'heure.
Un deuxième cas pour finir, là, après ce vertébré, vous avez ici donc une espèce marine, le crabe dormeur. Effectivement, là, vous voyez plusieurs pics. Et vous avez des chutes, voilà, qui ont risqué, effectivement, voilà, de provoquer l'extinction de votre population. Voilà. Donc 1950, une énorme chute, puis en 1970. Quelles seront les causes? C'est le cannibalisme. Normalement, lorsque la densité augmente, si vous êtes beaucoup, si on est nombreux, voilà, effectivement, on n'a pas assez de nourriture. Et qu'est-ce que fait? Les plus forts s'attaquent, voilà, au moins fort, effectivement. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. C'est quoi le cannibalisme? C'est manger la chair de sa propre espèce. Voilà, effectivement. Voilà. Sinon, les courants océaniques, c'est abouti, effectivement, ces courants océaniques qui sont imprévisibles et entraînent donc les larves plus loin de l'aquarium. C'est-à-dire que les larves n'arrivent pas à se développer, à acquérir un matériau sexuel pour se reproduire et augmenter la taille de la population. Vous voyez donc attention, à chaque analyse, effectivement, donc de séparation de taille, il fallait mettre en cause deux types de facteurs, soit biotiques, soit abiotiques. Voilà, et il fallait donc faire la relation. C'est très, très intéressant, effectivement. Ok, très bien. Voilà, je passe au troisième type de fluctuation. Après cyclique, acyclique, vous avez ici erratique, c'est-à-dire des fluctuations qui arrivent d'une façon soudaine et l'intensité ou bien le taux de mortalité elle est énorme. Vous voyez, voilà, ils sont imprévisibles, inattendus. Il fait le beau temps et d'un seul coup, voilà le régal qui arrive, inondation dans la région de l'État, par exemple. Voilà, effectivement. Donc c'est imprévisible. Effectivement, apparition soudaine de certaines espèces en dehors de leurs aires initiales de répartition. Par exemple, à un certain moment, on entend, attention, les criquets qui arrivent de la Mauritanie. Voilà. Voilà. Une autre population de criquets migrateurs qui arrivent de la Mauritanie, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est imprévisible et c'est temporaire. Vous avez la population de criquets migrateurs qui arrivent, et lorsqu'ils sont là, ils provoquent des dégâts considérables. C'est des ravageurs, effectivement. Donc les invasions par les criquets migrateurs, du genre Locustan, espèce de Locustan migratoria, effectivement, lorsqu'ils apparaissent, ils ne sont pas tout le temps là, non. Mais elles apparaissent lorsque les conditions sont parfois favorables. Par exemple, après une longue sécheresse, par la pluie qui arrive, la stratégie qui se développe, les œufs, voilà, qui éclorent, et les criquets qui se développent, qu'est-ce qu'ils font? Ils envahissent tout ce qui est devant eux. Voilà. Vous voyez? Donc, effectivement, c'est imprévisible temporaire. Ces invasions ou éruptions, effectivement, sont souvent de courte durée. Voilà. Alors, ça passe, ça ravage tout et ça monte. La Mauritanie, voilà, ça monte vers nous, etc., etc. Puis ils sont occasionnels. Ça n'arrive pas tout le temps, ça dépend. Voilà, chaque 10 ans, chaque 5 ans, ça dépend. Et par conséquent, sont liés à des circonstances climatiques bien particulières, par exemple. Voilà, une sécheresse prolongée, voilà, un froid, une vague de froid, peu importe, voilà, abondance de nourriture, etc., etc. Voilà, ce sont les trois caractéristiques de ces fluctuations éruptives, imprévisibles, temporaires et occasionnelles. Voilà, comme je dis, l'exemple le plus frappant, donc c'est le cas des oiseaux, normalement les moines domestiques, effectivement, qui parfois, lorsque la nuit est belle, lorsqu'il y a beaucoup de céréales, des populations d'oiseaux qui se développent. Voilà, et parfois, ils envahissent, voilà, les champs de céréales, effectivement, ils provoquent des dégâts considérables. Le deuxième exemple le plus spectaculaire, c'est celui des criquets migrateurs, effectivement, que lorsqu'ils apparaissent par beau temps, par temps pluvieux, effectivement, voilà, les œufs qui éclorent, et la population qui augmente, et les criquets qui envahissent, voilà, là où les conditions sont favorables. Mais ça reste imprévisible, temporaire et occasionnel. Voilà, ça ne dure pas longtemps, c'est quelques semaines, parfois même un mois, et ça passe. Vous voyez? Très bien. Alors, devant ceci, quelle que soit en tout cas le type de fluctuation, l'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, augmenter d'accord, diminuer d'accord, mais pour maintenir, voilà, la périphérie espèce, il fallait toujours avoir un équilibre. C'est ce qu'ils font les animaux. Quelles que soient les conditions, que ce soit des conditions favorables, si les conditions sont favorables, ils sont là, ils profitent. Si les conditions sont défavorables, ils s'isolent en attendant le retour des conditions favorables. Mais ils veulent toujours
sur le maintien d'un équilibre. C'est ce qu'on appelle, ce qui fait le fait voilà, de suivre ce rythme voilà, dans le milieu, c'est ce qu'on appelle une régulation. C'est-à-dire une régulation. Je contrôle ma population. C'est ce qu'on appelle la régulation. Et si je régule moi-même, c'est ce qu'on appelle une autorégulation. Voilà. Ben, c'est comme chez nous, effectivement. Chacun a un budget, il doit le gérer, il doit réguler sa situation, il doit contrôler son niveau de vie, sa situation, etc. etc. Et c'est ce qu'ils font aussi les animaux dans la nature, effectivement. Alors, ben, effectivement, vous pouvez augmenter de taille, mais dès que vous atteignez la capacité limite du milieu, voilà le milieu, vous arrêtez. C'est bon, vous pouvez accepter. Effectivement, à l'acquisition d'effectifs de la densité biologiquement supportable, d'effectifs maximal, il y a le milieu s'exprime donc en résistant à vous. Et comment faire? Il résiste, il va stopper votre multiplication, votre augmentation. C'est-à-dire, il va agir sur la natalité en la diminuant et sur la mortalité en l'augmentant. Voilà, le but c'est l'équilibre. C'est ce qui fait le milieu, effectivement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mécanisme, c'est la régulation des populations. Pour vous, qu'est-ce la régulation des populations? Voilà, ce sont en fait un ensemble de mécanismes. Voilà, c'est un ensemble de mécanismes par lesquels la taille, bien les effectifs que vous voulez. La taille d'une population, c'est son effectif. Voilà, mécanismes par lesquels les effectifs d'une population sont contrôlés de sorte à ne pas dépasser la capacité limite du milieu. J'ai un milieu de vie, ici l'amphi ne fait pas pour 200 étudiants, on ne peut pas accepter 500. Voilà, pourquoi? Parce que l'amphi ou bien le milieu de vie, il a une capacité libre. Voilà. Qui c'est qui régule? Voilà, c'est l'espace, c'est le milieu. C'est le cas ici, effectivement. Dans le milieu, voilà, il fait de la sorte que la population qui vit, voilà, ne dépasse pas la capacité limite du milieu. Voilà, ou bien la capacité d'accueil du milieu, effectivement. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, la régulation des populations. Qui c'est qui la contrôle? Qui c'est qui la conduit? Il est régi par tous les facteurs. Voilà, qui diminue la natalité et augmente la mortalité. Voilà. Effectivement, la mort, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est normal. Ça entre dans la régulation des populations. Vous avez vécu à un certain moment, passez la place aux autres. Voilà, et ça passe. C'est normal, ok? Très bien. Alors, qui c'est qui régit, qui contrôle, si vous voulez, cette régulation? Ça, ce sont les deux principaux types de facteurs, à savoir les facteurs abiotiques ou bien les facteurs biotiques, tout simplement. Voilà. Dans ce cas, comment les facteurs abiotiques et biotiques interviennent? Dans le premier cas, les facteurs abiotiques, leur action, elle est indépendante de votre densité. Un facteur abiotique, par exemple un tremblement de terre, un séisme, inondation, tsunami, est-ce qu'il va considérer votre densité, votre nombre? Quel que soit votre nombre, si l'accident a eu lieu, la mortalité sera énorme. Donc, elle est indépendante de la densité. Mettez dans la tête désormais dorénavant que l'action des facteurs abiotiques est indépendante de la densité. C'est-à-dire que leur action est indépendante, ne considère pas, ne tient pas compte de votre densité. Quelle que soit votre densité, les conséquences seront énormes. Voilà, effectivement. Voilà, c'est ce qu'on appelle facteur indépendant de la densité. Voilà. Heureusement, merci Dieu, c'est rare dans la nature. Ce sont à l'origine des fluctuations irrégulières généralement, voilà, et parfois acycliques. Mais ce qui est très fréquent dans la nature, c'est l'action des facteurs biotiques. Et dans ce cas, ces facteurs biotiques, comment ils agissent? Ils agissent en fonction de votre densité. C'est votre densité correspond à la capacité limite du milieu sans problème. Mais dès que vous voulez dépasser le maximum ou bien descendre au-deçà du minimum, le milieu intervient. Donc c'est dépendant de votre densité, de votre effectif. Et par conséquent, leurs actions sont dépendantes de la densité, voilà, et sont donc intrinsèques à la population. Voilà. C'est nous, c'est les individus, c'est la population elle-même qui doit agir. C'est l'interaction entre la population et son milieu qui doit contrôler ceci. Autrement dit,
la régulation la plus fréquente dans la nature et la plus réaliste, c'est l'action du facteur biotype. Voilà. Donc l'action est fonction à la densité bien de la taille de votre population. Vous y êtes? Rapidement, pour illustrer ceci, voilà des exemples. Par exemple, voilà, dans le cas du facteur, donc du phi, du facteur indépendant de la densité, exemple ici facteur, on a discuté des exemples tout à l'heure, voilà, ça peut être des facteurs qui contrôlent la taille d'une population, et donc, si vous voulez, l'action s'exerce avec la même intensité. Quel que soit votre effectif, votre densité, vous ne pouvez rien faire devant un accident du genre. Voilà, voilà. Quelle que soit la densité de cette population, le taux de mortalité est déterminé par qui c'est qui détermine, voilà, l'importance ou bien la densité de cette, l'intensité de l'événement, c'est en fait 100 degrés, voilà, de réalisation. Est-ce que le séisme est énorme ou pas? Est-ce que l'inondation est énorme ou pas, etc., etc. Voilà. Climat, maladie, ben, nous sommes le cas quand on est vivant, la Covid, c'est un exemple, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il dépend de leur densité? Là, par contre, là, il dépend plutôt, voilà, des gestes barrières pour nous. Par exemple, imaginez les animaux dans la nature, effectivement. Voilà. Changement saisonnier, incendie, ouragan, voilà, tout ça, c'est irritif, c'est énorme, effectivement. Facteur catastrophique de façon générale, une vague de froid, une vague de sécheresse, inondation, séisme, problème. Voilà, ben là, ce sont des actions, des phénomènes plutôt, des événements dont l'action elle est indépendante de la densité. Voilà. Mais merci Dieu, encore une fois, là, ça arrive rarement dans la nature. Le cas le plus fréquent et sur lequel on doit insister, effectivement, c'est le cas, effectivement, des facteurs dépendants de la densité, à savoir les facteurs biotiques, effectivement. Voilà. Un facteur, effectivement, qui contrôle, voilà, les fluctuations dans le temps et dans l'espace de votre population, voilà. Et donc, il était simplifié avec quoi? Tant qu'il y a équilibre, ça va. Tout se passe très bien. Mais au-delà, un maximum, au-delà du minimum, voilà, il fallait faire quelque chose. Ben, effectivement, c'est le cas. L'augmentation d'effectifs de cette population, effectivement, voilà, elle fonctionne de quoi? Voilà, facteur biotype. Voilà, et comment faire? Si jamais vous dépassez le maximum, comment interagir? Comment réagir? Il fallait diminuer l'effectif. Il fallait donc laisser ou bien maintenir l'effectif à l'état, voilà, d'équilibre, effectivement. Ben, il fallait jouer donc sur plusieurs choses, soit compétition, prédation, ce que vous voulez, effectivement, voilà. Action sur la population dépend de ces effectifs. Voilà. Encore une fois, le minimum, le maximum entre les deux sans problème. Mais au-delà, c'est tout. Lorsqu'on est plus nombreux, voilà, il y a intervention du milieu. Donc la disponibilité de nourriture, voilà, si on est très nombreux, voilà, la nourriture ne sera pas suffisante. Si on est très nombreux, normalement, voilà, la prédation. Si on est très nombreux, la compétition. Si on est très nombreux et très rapprochés l'un de l'autre, voilà, la transmission des maladies, ce que vous voulez. Voilà, donc là, effectivement, permettre, voilà, ces facteurs biotiques, dont l'effet, les fonctions d'effectifs de votre population, ils permettent d'ajuster, voilà, maintenir l'équilibre, voilà, d'ajuster effectivement les effectifs des populations à la capacité diminuée. C'est en fait l'effet pour 200, on accepte 200, mais pas plus. Voilà, ouais, voilà, effectivement, donc ces facteurs biotiques, leur effet, voilà, est fonction de votre densité. Tant que la densité est dans l'équilibre, sans problème. Mais dès que vous voulez dépasser l'effectif, le milieu doit faire quelque chose, il doit intervenir. Comment? Différentes manières. Voilà, effectivement. Mais ces manières, c'est quoi la cible? C'est diminuer la natalité et augmenter la mortalité, soit par le parasitisme, les maladies, ce que vous voulez. Ça va? Très bien, je crois que c'est clair. Ok, très bien. Alors, je vais vous donner des illustrations de ceci, effectivement, mais par quel mécanisme? Comment, par exemple, l'intervention d'un tel facteur biotype pourrait effectivement ajuster, bien maintenir l'équilibre de votre population? Il y a plusieurs manières. J'ai choisi pour vous 4 exemples très intéressants. Voilà. Normalement, à l'augmentation de la taille,
dès que votre population tend vers le dépassement effectif maximal, voilà, la compétition peut avoir lieu. C'est normal. Hein? Ben voilà, tant qu'il y a la nourriture pour tout le monde, ça va. Mais dès que la nourriture s'épuise, qu'est-ce qu'il fait? Ben, les forces se manifestent. Voilà, moi d'abord, pour les faire après. Voilà, effectivement, la compétition pour le territoire. Voilà, effectivement, toute espèce qui n'arrive pas à limiter un territoire, voilà, elle est condamnée à disparaître. Voilà, voilà, voilà. La nourriture aussi, voilà, les femelles, voilà, le choix du partenaire. Tout ça, si une population n'arrive pas à déterminer ces paramètres, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait baisse de la fécondité. S'il y a baisse de la fécondité, effectivement, voilà, l'effectif va diminuer. Effectivement, donc jouer sur la baisse de la fécondité. Comment? En encourageant la territorialité, en encourageant l'épuisement de la nourriture et voilà le choix du partenaire. Effectivement. La prédation aussi. La prédation, effectivement, c'est une bonne chose. Mais attention, un prédateur normalement, si toute la population est en forme, avoir une proie c'est très difficile pour lui. Mais si la population dépasse le maximum, certainement il y aura quoi? Il y aura des malades, hein, il y aura des individus qui boivent, hein, il y aura des animaux maigres, il y a des animaux qui sont incompétents. Dans ce cas, le prédateur, il se repose, passe la proie, est facile à avoir. Vous voyez? Effectivement, voilà. La prédation est rentable énergétiquement, voilà, hein, effectivement, hein, pour les prédateurs de s'attaquer à des proies nombreuses. Les maladies, voilà, effectivement, si on dépasse le maximum, la proximité, hein, voilà, le rapprochement des uns des autres, pas de gestes barrières, pas de distanciation, et voilà. Voilà, tout le monde est contaminé et la population qui va chuter. Et enfin, le stress psychologique. Là encore, plus on est nombreux, voilà, plus il y a des problèmes, plus il y a de compétition, plus il y a de stress. Voilà, effectivement. Éviter le stress, voilà, c'est le cas, effectivement, le stress. Effectivement, c'est un symptôme qui est très, très dangereux. Je vais vous donner des exemples pour illustrer chacune, ou bien donc chacun de ces mécanismes. Voilà, ben, je vais illustrer chacun de ces mécanismes par des exemples, rapidement. Voilà. Pour ce qui est de la compétition, voilà, ben, certaines populations, effectivement, voilà, ils deviennent de moins en moins fécondes. Voilà, donc baisse de la fécondité. Voilà, une baisse de la fécondité au fur et à mesure que leur densité augmente. Pourquoi? Parce que la densité augmente, peu de nourriture. La nourriture, c'est l'énergie. Il n'y a pas d'énergie, pas de... Voilà, les femelles n'arrivent pas à confectionner leurs œufs. Et par conséquent, voilà, la fécondité va diminuer, effectivement. Voilà. Aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Ici, chez une espèce végétale, le grand plantain, n'importe l'espèce, effectivement, vous voyez qu'il y a une variation de la production de graines en fonction de la densité. Lorsque les plantes sont espacées, elles produisent beaucoup de graines. Lorsque la densité des plantes augmente, voilà, la production s'annule. Vous voyez? Ben, là, la densité est faible, vous voyez, maximum de graines, production de graines. Là, voilà, la densité est énorme, la production est presque nulle. Vous voyez, effectivement, là, la production des graines diminue avec l'augmentation. Voilà, l'effectif, c'est normal. Là aussi, c'est des oiseaux, hein, des femelles. Voilà. Plus il y a beaucoup de femelles, voilà, si les femelles sont rares, voilà, si les femelles sont peu nombreuses, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent beaucoup d'œufs. La taille de la couvée, le nombre d'œufs, il est élevé. Mais s'il y a beaucoup de femelles, voilà, il y a densité, il y a épuisement de la nourriture. Donc chaque femelle va donner beaucoup moins d'œufs. C'est-à-dire la taille de la couvée diminue, effectivement. Voilà, taille moyenne de la couvée. La couvée, c'est la taille, ou bien le nombre d'œufs par pente, tout simplement. Donc la densité de la population des femelles, voilà. C'est la densité faible, voilà. Beaucoup d'œufs par femelle, c'est la densité grande, voilà. Peu d'œufs par femelle. Ouais. Donc là, c'est le milieu qui gère tout ça. C'est pas l'écologie. Interaction, voilà, des animaux, des végétaux, bien des êtres vivants avec les conditions de leur milieu, tout simplement. Voilà, la taille du couvert diminue avec l'augmentation de la densité. C'est clair? Voilà, c'est fondamental presque. Ok? Toujours dans le même sens, la compétition, effectivement. Voilà, de nombreux vertébrés. Mais aussi des invertébrés, effectivement, voilà. Ils limitent leur population en s'appropriant l'espace physique. Voilà.
Voilà. Effectivement, je suis là, en reproduction, je limite mon espace, mon territoire, je suis fond à mort. Effectivement. Toute espèce, toute population qui n'arrive pas à défendre son territoire, il sera envahi par les autres. Voilà. Donc la territorialité, effectivement, c'est très intéressant dans les milieux naturels. Voilà ici un guépard en train de marquer son territoire, et si je marque mon territoire, je défends à mort. On acquérir, bien avoir un territoire, voilà, tu es bien chez toi, comme c'est l'équivalent d'une maison, d'une habitation pour nous. Voilà, tu es chez toi, très bien. Si tu es tout le temps locataire, tu souffres. C'est la même chose dans la nature, effectivement. Voilà, marquage du territoire, et là encore, chez les oiseaux disparants. Ici, les fous de bassin, effectivement, voilà, ce sont des oiseaux qui vivent en colonie et comme période de reproduction, ils créent un territoire de faible superficie. Et le couple qui n'arrive pas à créer un territoire ne peut pas se reproduire. Voilà, c'est la loi de la nature, effectivement. Les fous, sans territoire, voilà, ne peuvent pas se reproduire. Et voilà, donc ça dépend. S'il y a d'espace, le milieu va autoriser la reproduction. S'il n'y a pas, le milieu va limiter l'espace et donc limiter la reproduction. Voilà. La prédation, voilà, transmission de maladie, pardon. Alors, transmission de maladie. Plus vous êtes nombreux, voilà, vous êtes condensés l'un dans l'autre, effectivement. Et par conséquent, la transmission de la maladie est là, la plus facile. Et là, c'est la période que nous vivons, cette autre période, on est un bon exemple. Et effectivement, la marrante ici, voilà, la marrante avec la masse, avec la rigueur, la capacité physique des individus, voilà, effectivement, plus la densité est faible, plus il y a de la nourriture. Et les individus qui vivent, ils peuvent se servir comme ils veulent. Ils sont costauds, ils sont voilà, très bien physiquement. Voilà. Par contre, s'il y a voilà, beaucoup d'individus, voilà, la densité est énorme, donc peu de nourriture pour tout le monde, les individus sont énormes, sont faibles, effectivement. Voilà. La masse moyenne des plantes diminue avec l'augmentation de leur densité. Pourquoi? C'est question d'énergie, question de nourriture. Voilà. Là, voilà, je ne vous apprends rien. Le plus souvent, vous achetez des raisins, effectivement. Si les grappes sont très denses, généralement, elles sont contaminées. Voilà, c'est normal parce que c'est une graine contaminée, le tout le sera incessamment. Voilà, effectivement. Donc, les infections fongiques, voilà, elles augmentent avec l'augmentation de la densité. Donc, ne pas acheter les grappes denses, mais plutôt les grappes espacées pour vous. Parce que généralement, les grappes voilà, denses, elles sont contaminés par les champignons. Ok? Toujours dans le même sens, voilà, la prédation. Voilà, effectivement, voilà, c'est très bien pour les prédateurs. Si vous êtes nombreux, c'est la population des poisses sont effectifs, certainement il y aura des maladies, il y aura des individus faibles, il y aura des individus qui poissent, et bien sûr les prédateurs ils vont se régaler parce qu'ils vont fournir moins d'énergie pour se nourrir. Et c'est une population de gnous, voilà, qui vraiment a l'air de dépasser effectivement l'effectif vers la capacité limite de son milieu. Et voilà les prédateurs qui sont au repos, voilà, pour eux, ils ne vont pas faire trop d'énergie parce que la nourriture est garantie. La population a dépassé son effectif maximal, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'individus à éliminer. Donc on ne va pas se casser la tête, voilà, le moindre mouvement, voilà, on va s'en servir sans problème. Voilà, effectivement, ok? Dernier exemple, le stress qui est très dangereux, effectivement, que ce soit pour nous aussi. Je vous conseille pour l'occasion d'éviter le stress. Voilà. C'est pas évident, c'est facile à dire, c'est vrai, mais je vous conseille d'éviter le stress. Plus on est stressé, plus on est exposé à beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est touché? La fonction végétative qui est touchée chez nous, voilà, population humaine, c'est le système immunitaire. Le stress affaiblit le système immunitaire. Si votre système immunitaire est faible, ça veut dire que vous êtes voilà, exposé au moindre maladie, au moindre danger. Donc, évitez le stress, s'il vous plaît. Alors, certaines populations, effectivement, ici, le cas d'une espèce rongeur, voilà, il montre un syndrome intrinsèque de stress lorsque la densité augmente. C'est normal. Voilà. Effectivement, voilà, là, cette espèce de souris, effectivement, voilà. Lorsque la population dépasse 30-40 individus dans leur parcelle, voilà, un syndrome de stress, les individus, voilà, se portent mal, effectivement, voilà. Effectivement, un syndrome de stress, des symptômes de stress
s'affiche, voilà, des changements hormonaux, voilà, c'est la physiologie ici, voilà, des changements hormonaux, notamment l'effet de cortisol. Elle retarde quoi? Ce stress, voilà, elle provoque la sécrétion du cortisol. Cette sécrétion du cortisol, voilà, ce qui va, elle retarde l'acquisition de la maturité sexuelle. Voilà. Si vous n'êtes pas mature sexuelle, vous ne pouvez pas contribuer à l'augmentation de la taille de votre population, effectivement. Pire encore, voilà. Donc, retard dans l'acquisition de la maturité sexuelle, atrophie des organes sexuels, et le pire, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Voilà. Donc là, c'est vraiment, voilà, le syndrome à éviter. Donc, effectivement, c'est le stress. Voilà. La population chute de façon dramatique. Il y a même des populations qui disparaissent complètement. Attention, le stress, c'est donc à éviter. Devant tout ça, en fait, ça veut dire quoi? Que dans la nature, rien n'est facile. Vous voyez, hein, effectivement, non. Autre exemple, le stress avant de passer à la fin. Vous connaissez l'animal, c'est un insecte. C'est quoi comme insecte? Ordre. Quel ordre ici? Les coléoptères, tout à fait, c'est l'ordre des coléoptères, effectivement. L'adulte ici, la nymphe, et puis la larve de l'autre côté. Voilà. Effectivement, la densité ici, ce sont des vers qu'on peut élever en laboratoire. En tout cas, nous, on les élève parce que c'est facile à élever, ça se multiplie rapidement. Bref, donc l'augmentation de la densité, effectivement, de ces vers de terre, de ces vers de farine, effectivement, avec l'augmentation de la densité, voilà, peu de vers peuvent atteindre la maturité sexuelle. Donc, ce qui fait que les larves ne se transforment pas en œufs et certains larves ne se transforment pas en adulte. Donc, retard dans l'acquisition de la maturité sexuelle, effectivement. Donc, c'est chute de densité, voilà, le stress, puis ils sont nombreux, ils sont stressés, voilà, chute, effectivement, donc, du nombre de vers de terre, effectivement. La densité baisse par le stress et parfois même les animaux s'attaquent les uns les autres. Les plus forts attaquent les plus faibles, etc. Ouais, donc bref, il faut éviter donc le stress, c'est vrai, il faut éviter la densité. Plus on est nombreux, plus on est effectivement exposé. Dans l'exemple qu'on vit, et là, je répète encore une fois, c'est un très bon exemple. Mais, malgré tout ça, dans la nature, quelles que soient ces conditions, les animaux, ils sont là. Ils doivent continuer à vivre. Et toutes les espèces continuent à vivre. Alors, malgré ces contraintes, pourquoi on fait? Parce que, quelles que soient les contraintes, les animaux, ils sont armés. Comme nous aussi. Hein? Si on est froid, qu'est-ce qu'on fait? On porte des vêtements chauds. Voilà. Lorsqu'il pleut, on porte des vêtements imperméables. Voilà. C'est ce qu'on fait. Les animaux aussi, effectivement, dans la nature, lorsqu'il y a des contraintes, ils doivent s'adapter. Ils ont des réponses à ces contraintes. C'est ce qu'on appelle des adaptations. Elles doivent s'adapter aux conditions de leur milieu de vie. Effectivement, toute population dans la nature, il peut faire face aux conditions difficiles, soit par sa biologie. Avec ma biologie, effectivement, je peux faire face aux conditions contraignantes. Soit par sa morphologie, effectivement. Je vais vous montrer comment. Je peux faire face à ces conditions. Par les traits physiologiques, effectivement. Voilà. Je peux m'adapter. C'est par mon comportement, par les traits écologiques, effectivement, je peux supporter les conditions difficiles. Et enfin, par mon mode de vie, mon écologie, effectivement, je peux encore supporter les conditions difficiles. Donc voilà plusieurs armes que nous avons. Nous, on les fait sans apercevoir, mais les animaux, effectivement, dans la nature, ils font ça. Soit ils utilisent leur biologie, soit leur morphologie, soit leur physiologie, éthologie, morphologie, parfois même la combinaison entre plusieurs fonctions pour faire face aux conditions difficiles. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc l'ensemble, si vous voulez, de ces fonctions. Voilà, c'est ce qu'on appelle un profil biodémographique. Il permet donc, ce profil, il permet aux animaux de survivre, c'est-à-dire de faire face aux conditions de leur milieu. Là, voilà. Comment ça? Par ces armes, les animaux arrivent à maintenir, à se nourrir. Parce qu'il faut se nourrir quand même. Parce que la nourriture, c'est l'énergie. Et sans énergie, vous ne pouvez pas se reproduire. Et sans reproduction, vous ne pouvez pas conserver la pérennité de votre espèce. Donc il fallait vivre sur deux choses, quelles que soient les conditions. Manger et se reproduire. Dans la nature, toute population qui n'arrive pas à se nourrir et donc à générer de l'énergie,
l'énergie, il ne peut pas se reproduire, par conséquent, ne peut pas conserver la continuité de sa propre espèce. Effectivement, assurer la croissance de la population. Voilà, effectivement. Ben, ces fonctions, voilà, ces fonctions, si vous voulez, il est évolue en même temps. Hein. C'est ce qu'on appelle une co-évolution, effectivement. Donc, pour fonctionnement, c'est très biologique, écologique, éthologique, physiologique, en fait, ben, c'est tout travail en même temps. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, 2, 3, 4, ça dépend. Ça dépend des conditions de milieu, effectivement. Et que fonctionne, ou bien co-évolue, donc, d'une façon synchronique. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ces armes, en fait, ce sont ce qu'on appelle des adaptations, ou bien des stratégies adaptatives, comme vous voulez, pour faire face aux conditions de vie. Donc voilà. Bref, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les conditions des espèces animales et ou végétales, nous aussi, dans l'espèce animale, on doit s'adapter à notre milieu de vie. Effectivement, il fallait gérer ce que vous avez entre les mains et s'adapter effectivement à votre environnement. Allez-y. Comment ceci, cette stratégie en fait, bien, ce sont les conditions du milieu qui l'imposent. Hein, vous voyez, si les conditions sont favorables, profitez au maximum, j'ai rien dit, mais si les conditions deviennent favorables, il ne faut pas s'énerver. Non, 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 il fallait gérer en attendant le retour des conditions favorables. Gérer comment et s'adapter. Voilà, effectivement. Voilà, la pérennité, donc, bien la continuité, voilà, le maintien de la vie sur la planète, la pérennité d'une espèce, elle dépend de quoi donc? De son aptitude, de ses capacités à s'adapter aux conditions de son milieu. Si vous arrivez à s'adapter très bien, sinon vous êtes condamné à disparaître, tout simplement. Voilà. Donc la pérennité d'une espèce dépend de son aptitude à adapter, sa stratégie adaptative, voilà, sa stratégie bien, son tactique démographique à de nouvelles conditions du milieu, effectivement, de manière à maintenir des populations suffisamment importantes. Il ne faut pas descendre au-delà de l'effectif minimal. Si vous descendez au-delà de l'effectif minimal, c'est foutu, c'est raté. Voilà. Il faut veiller de ne pas dépasser l'effectif maximal. Parce que sinon, c'est une autodestruction. Vous vous détruisez vous-même. Restez entre les frontières permises, à savoir l'effectif minimal nécessaire et l'effectif maximal nécessaire donc, pour le maintien de votre population. Ok, voilà. Donc, le co-fonctionnement de toutes ces fonctions, ce qu'on appelle un profil démographique ou bien démographique, qui signifie quoi? En fait, il signifie l'expression globale, effectivement, d'adaptation de l'organisme à son environnement. Qu'est-ce qu'un profil démographique ou bien bidémographique? Voilà, c'est l'expression globale, effectivement, d'un organisme à son environnement. C'est clair, voilà, c'est clair que c'est fondamental, effectivement. Vous êtes très bien. Alors, ce profil composé des fonctions que vous avez citées tout à l'heure, biologique, physiologique, éthologique, écologique, etc. Effectivement, voilà, c'est pourquoi je l'utilise, bien les individus les utilisent pour faire face aux conditions difficiles, contraintes limites. Et quelles que soient les contraintes, vous êtes obligé de chercher à se nourrir. Donc il faut avoir une stratégie de la sorte à se nourrir. C'est très difficile pour vous de sortir le matin pour se nourrir, il faut attendre le début de la journée. Ou bien vers la moitié de la journée, ou bien la fin de la journée. À vous de choisir. L'essentiel, c'est que vous êtes obligé de se nourrir. Pourquoi? Parce qu'il fallait se nourrir. Pourquoi? Pour avoir de l'énergie. Pourquoi? Pour se reproduire. Sans ça, vous êtes éliminé, vous êtes écarté de la vie. Voilà. Donc, face aux contraintes du milieu, les individus de population ils doivent acquérir une stratégie de la sorte à acquérir la nourriture. Voilà. Déjà, si les conditions sont favorables, je peux choisir. Voilà. Je mange ça plutôt que ça. Voilà. Je peux choisir. Voilà. Mais si les conditions sont défavorables, voilà, je peux utiliser ce que j'ai entre les mains. Là, j'ai plus le choix. Voilà. Effectivement, quelle nourriture chercher? Voilà. Il faut chercher une nourriture qui est énergiquement, remarquable, quoi. Il ne faut pas choisir des plantes, si vous êtes un spécial de l'eau, il ne faut pas choisir des plantes qui sont faibles, ayant une faible énergie. Il faut choisir une espèce de plante, mais qui donne beaucoup d'énergie. Voilà. Quelle nourriture chercher? Où?
Où la chercher, effectivement. Voilà. Dans l'espace. Dans l'espace, avec peu de prédateurs, effectivement, avec peu de dangers, effectivement. Quand? Est-ce le matin, le soir, la nuit? Ça dépend. Ben, si je suis nocturne, si j'active la nuit, ben, si je n'arrive pas à voir la nourriture la nuit, je peux sortir, je peux m'efforcer, m'obliger à sortir le jour. Et inversement. Vous voyez, il n'y a plus de choix. Voilà, et fallait, c'est ça, c'est la vie. Hein, il faut faire de la sorte à continuer à vivre. Voilà, comment l'avoir, comment procurer la nourriture. Et tout ça pour quoi faire? Pour avoir de l'énergie. Pourquoi? Pour se reproduire, parce qu'en fait, sans reproduction, la reproduction est l'élément clé de la continuité de la vie. Toute population qui ne se renouvelle pas, qui ne se renouvelle pas, qui ne se reproduit pas, elle est condamnée à disparaître effectivement. Ok? Très bien. Alors, effort de reproduction, il faut de l'énergie, effectivement, pour voilà, se reproduire. Parce qu'en fait, la reproduction, c'est vraiment de l'énergie. Ben, il faut faire ceci avec le moindre coût. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça vraiment ça va faire. Voilà. Il faut faire continuer à vivre, autrement dit, quelles que soient les conditions. Voilà. Donc là, vous n'en avez pas le choix. Voilà. L'ensemble de ces deux, voilà. Et ces stratégies convergent quoi? Trouver une solution d'équilibre, un compromis entre ce que vous avez entre les mains et la continuité de votre vie. Voilà. Il fallait trouver un compromis. Si vous êtes carnassier, s'il n'y a pas de viande une semaine, c'est pas grave. Voilà. Si vous êtes végétarien et si vous êtes obligé de manger de la viande, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Il faut être souple. Si vous êtes rigide, tout ce qui est rigide, ça se casse. Si vous êtes souple, voilà, vous êtes là, c'est très bien. Et dans la vie, effectivement, il faut être souple. Voilà. Effectivement, pour éviter de se casser. Parce que toute chose rigide finira par se casser. Effectivement. Alors, devant ceci, trouver un compromis entre la nourriture et donc l'énergie et la reproduction, dans ce sens, vous traitez l'histoire. À vous de choisir, en fonction des conditions du milieu, à vous de choisir entre deux choses qu'on va voir rapidement. Voilà. Effectivement, pour faire ceci, voilà, dans l'équation, si vous suivez bien dans l'équation, donc le Verhulst qui traduit la croissance logistique des populations, voilà, vous vous souvenez? Hein, d'accord, c'est oui. Voilà, comme ça. Ouais, voilà, là vous avez le temps, vous avez l'effectif, votre coefficient au début exponentiel à l'acquisition de la capacité limite du milieu haut. Voilà, effectivement, ça correspond à quoi ici? Ça correspond à K, la capacité limite, et ça correspond à quoi? À l'effectif maximal, la DBS. C'est ça? Logiquement, c'est pour ça. C'est ça? D'accord, c'est oui, c'est le type, c'est la croissance, la modalité de croissance la plus fréquente dans la nature. Et vous vous souvenez, dans l'équation de croissance logistique, donc c'est traduit par cette courbe, effectivement. Voilà, dans cette équation, le taux de croissance R il est inversement proportionnel à l'effectif. Vous voyez? Voilà, la croissance augmente, le taux de croissance augmente, hein, mais avec l'effectif, lorsque l'effectif atteint un maximum, qu'est-ce que ça se passe? La croissance s'arrête. Ouais. Donc c'est R, le taux de croissance, il est inversement proportionnel, effectivement, donc à l'effectif N. C'est normal. R égale à 0, ça veut dire quoi? N égale à 4. N, c'est l'effectif maximal, et là, c'est la capacité limite de votre milieu. Ok? Tout à fait. Donc R, c'est quoi? En fait, R, c'est ça. R est la pente correspondant au taux de croissance de la population. C'est ça R. C'est ça R, c'est la pente ici. C'est ça R. Oui, c'est la croissance, effectivement. Voilà. K, c'est quoi? C'est la symptôme de la courbe ici. Voilà. K, c'est ça. Elle traduit quoi? La capacité limite du milieu. Vous voyez? Donc, effectivement, R égale à 0. R ici, ça y est, plus de croissance. Elle ne compte plus. Pourquoi? Parce que l'effectif maximal est atteint et la capacité limite est atteinte. Okay? Cette DBS, cette densité logiquement supportable, correspond effectivement à la capacité limite du milieu de la croissance 5. Elle égale à 0, effectivement. Très bien. Alors, sur la base de ces observations, c'est-à-dire c'est le taux de croissance qui croît inversement d'une façon inverse à l'effectif, effectivement, voilà. Marc Arthur et Wilson, c'est depuis donc, les années 60, on suggérait que la sélection naturelle, en fait, dans la nature, effectivement, voilà, donc cette sélection elle exerce par deux types de populations.
Une population, ils sont sur deux grands types de populations selon le type de sélection. Une sélection R, c'est-à-dire les populations qui favorisent la croissance. Voilà. Dès que les conditions sont favorables, elles vont s'accroître le plus rapidement possible avant que les conditions soient défavorables. Voilà, ils favorisent la croissance. Ou bien, les populations, voilà, qui vont favoriser le milieu. C'est-à-dire qu'ils vont gérer les conditions de leur milieu. C'est-à-dire qu'ils vont gérer la capacité limite de leur milieu. Il y a par conséquent deux types de stratégies, à savoir le taux de croissance R, la capacité limite du milieu K, et par conséquent, la stratégie R, vous choisissez votre stratégie adaptative bien comme tactique, soit la stratégie R, donc favoriser la croissance, ou bien stratégie K, gérer les conditions que vous avez entre les mains dans votre milieu naturel. Alors, et par conséquent, donc, vous avez deux types de populations à connaître désormais. Soit les populations à stratégie R, qui favorisent la croissance, vous dites pourquoi, soit les populations à stratégie K. Alors, ceci nous conduit à ce qui suit. Quelles sont en fait les caractéristiques de chaque population? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques des populations qui optent pour R et quelles sont les caractéristiques des populations qui optent pour K? Les voici. Alors, pour ce qui est de R, si vous êtes une population à stratégie R, alors voilà ce que vous avez à faire. Voilà ce que vous avez à faire. En fait, vous êtes généralement une espèce de petite taille. Vous êtes généralement une espèce de petite taille. Voilà. La reproduction elle est précoce. C'est-à-dire que l'acquisition de matrice sexuelle est précoce. C'est-à-dire que les individus de votre population atteignent l'acquisition de la matrice sexuelle rapidement. Déjà, voilà, vous voyez, donc dès que les conditions sont favorables, reproduction, voilà, les jeunes acquièrent la matrice sexuelle. C'est-à-dire qu'ils doivent se reproduire avant le retour des conditions défavorables. Voilà, donc ils favorisent quoi? La croissance. Okay? Ils s'en fichent des conditions du milieu. Pour eux, dès que les conditions sont favorables, je profite. Voilà, et je donne beaucoup d'individus. Beaucoup d'individus. Pourquoi? Parce que même s'il y a des pertes, voilà, ce qui reste peut conserver effectivement la continuité, la qualité de l'espèce. Voilà. Taux de multiplication élevé. Voilà, ça donne 10 milliers d'œufs, ou bien 10 milliers de naissances, 10 milliers de bébés. Voilà. Je vous donne un exemple. Les crustacés, les amphibiens. Vous connaissez tous ces amphibiens. Voilà, les connus. Effectivement, dès qu'il y a l'eau, les amphibiens sont là. Ils se reproduisent, voilà, et les femelles donnent 10 milliers d'œufs. 10 milliers, pas des centaines. 10 milliers d'œufs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des espèces aquatiques. Ils vivent dans l'eau. L'eau est indispensable à la reproduction et au développement des œufs et des larves. Et après, c'est la vie terrestre, parce que ce sont des amphibies. Mais dès qu'il y a de l'eau, c'est conditions favorables. Indépendamment de la saison, que ce soit l'hiver ou le printemps, pour moi, l'eau, c'est le facteur limitant. Donc, dès qu'il y a de l'eau, je suis là, j'en profite. Par exemple, dans le Chili, à côté, dans la région ici, voilà, il y a des écosystèmes qui sont temporaires. S'il y a de la pluie, les dailles se remplissent, les amphibiens se multiplient. Mais est-ce qu'il reste en autre temps? Voilà. Maintenant, ok, dès février-mars, voilà, la chaleur qui augmente, l'évaporation. Donc, ce qui fait que les amphibiens sont obligés de faire tout, d'accomplir leur cycle avant l'arrivée. Voilà. Donc, ils ne vont pas gérer le milieu. Qu'est-ce qu'ils vont gérer? La croissance. Voilà. Ils doivent se multiplier avant l'arrivée des conditions difficiles. Et voilà, s'ils veulent gérer ce cycle, voilà ce qu'ils vont faire. Voilà. Ils doivent donner beaucoup d'œufs. Il faut que les tétards et après les jeunes métamorphosés acquièrent la maturité sexuelle le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Voilà, forte fécondité, 10 milliers d'œufs, 10 milliers de bébés, effectivement, voilà. Descendance à faible espérance de vie, c'est normal. Les tétards, voilà, ne vivent pas trop. Voilà. C'est la transformation métamorphosée, ok, sinon avec la décision, ils vont disparaître. Voilà. Bref. Courte vie. Maximisation de R. Voilà, qu'est-ce qui favorise R? Voilà, il maximise R. Il doit se multiplier tant que possible avant que les conditions favorables disparaissent. Qualifie d'espèces opportunistes. Ce sont des espèces opportunistes. C'est-à-dire qu'ils profitent des conditions favorables. Au-delà, ils sont éliminés, ils ne peuvent pas vivre. Voilà, ce sont des espèces qualifiées d'espèces qui vivent dans les milieux
peu favorable, effectivement, c'est le cas des amphibiens dans la région des Hauts, dans la pêche, effectivement. Voilà, si on, sur la base donc, de la courbe de survie, de la courbe de croissance, par cette courbe logistique, qu'est-ce qu'ils favorisent? Ils sont là, les amphibiens, ils sont là. Voilà, ils favorisent la croissance. Ils n'attendent pas l'arrivée de la capacité du milieu, parce qu'ils n'auront pas le temps. Hein, vous voyez, ben, s'ils attendent que le milieu soit, que la capacité soit atteinte, ils n'arriveront pas. Ben, l'eau va déjà disparaître avec l'arrivée des conditions estivales, avec l'arrivée de l'humidité. Donc ils sont là, ils doivent favoriser la croissance. Ça va? Voilà donc pour les populations de type R, ou bien la stratégie R. Ils favorisent la croissance, ce sont des opportunistes et qui profitent donc de moins de conditions favorables. Par opposition à ces espèces de type R, hein, vous avez amphibiens, crustacés comme exemple, effectivement. Par opposition aux espèces de type R, vous avez les espèces de type K. Ben, cette fois-ci, ben, les espèces, ils vont gérer, voilà, ils vont gérer les conditions de leur milieu, quel que soit. Voilà, ils vont arriver à ce que la capacité limite du milieu soit atteinte. Ben, c'est l'opposé de R, c'est l'opposé de R. Cette fois-ci, ils vont maximiser ou bien favoriser la capacité limite de leur milieu. Ben, ce sont généralement les espèces de montagne, généralement. À la tortue ouest, normalement, à laquelle normalement on devrait vous faire un TP. Hélas, dans la nature, voilà, c'est une espèce, voilà, de type K. La reproduction tardive. Voilà, ils prennent leur temps, voilà, avec l'irrégulièrement du succès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de contraintes. Voilà, le milieu, ils gèrent le milieu, effectivement. Voilà, donc reproduction tardive, qui dit reproduction tardive, donc acquisition de la succès d'une façon tardive aussi. Faible fécondité, quelques œufs, quelques bébés, pas des milliers, non, pas des milliers, quelques jeunes, quelques bébés. C'est le cas de l'homme, nous sommes cas, effectivement, vous êtes cas, vous êtes une population à stratégie cas, effectivement. Voilà, espérance de vie importante, voilà. Plusieurs années, la durée de vie, l'espérance est assez longue. Le cas de l'homme, par exemple, le cas de la tortue, ça se dépasse 100 ans, par exemple, etc. C'est une longue durée de vie, tout à fait. Exploitation efficace des ressources, voilà. Voilà, je vis avec ce que j'ai, je m'adapte à mon budget, à mes capacités budgétaires. Voilà, effectivement, je gère les milieux. Si je suis carnassier, pas de viande, je peux être herbivore, je peux m'attaquer à des végétaux, etc., etc. Si je suis nocturne, je peux changer mon mode de vie, devenir dur, en attendant le retour des conditions favorables. Il faut gérer ce que vous avez entre les mains, effectivement. Voilà, maximisation de cas. Je suis là, effectivement, qualifié d'espèce spécialiste, et je suis là. Effectivement, voilà, stratégiques, ils sont là. Ils arrivent à ce niveau. Ils maximisent cas. Avec ce qu'ils ont entre les mains, voilà, ils se débrouillent de la sorte à dépasser les contraintes de leur milieu. Voilà, effectivement. C'est la vie, effectivement, pour nous aussi, nous sommes bien dedans. Effectivement, voilà, effectivement, donc vous êtes stratégique, grands mammifères, beaucoup d'espèces de reptiles, effectivement, sont de stratégie effectivement. Voilà, pour résumer ceci, pour résumer tout ça, ben, je vous ai prévu effectivement ce tableau. Voilà, vous l'avez donc sur la plateforme. Dans ce tableau, en fait, je vous le laisse comme un exercice, un type de. C'est très intéressant parce qu'en fait, il regroupe tout. Hein, si vous êtes arrivé à comprendre ce tableau et à le synthétiser, ça m'étonne que vous aurez un problème en analyse de population. Ça, sincèrement, ça résume tout. Voilà. Donc, là, vous avez le facteur en question. Parce qu'en fait, la dynamique, elle dépend des conditions du milieu. Là, vous avez deux types de populations, soit vous êtes R, soit vous êtes K. Et vous avez les caractéristiques de chaque cas, effectivement. Et à chaque caractéristique, le facteur qui est derrière. Voilà, et comment ça se fait. Voilà, effectivement. Donc, je vous laisse effectivement, donc, si vous voulez commenter et bien consulter, bien entendu, ce tableau. Si jamais vous avez un problème, normalement, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, vous avez dit à toutes les autres sections, si vous estimez nécessaire qu'on fasse une séance de révision à distance, normalement, on peut via Google ou bien Zoom, effectivement. C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais demandé de vous communiquer vos adresses mail pour que vous voyez le lien. Alors, restez en contact. Donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me contacter. Simplement, vous m'avez mon adresse. Voilà, si vous avez uk.a.ac.ma, si vous estimez
intéressant qu'on fasse une session, une séance à distance. Voilà, vous nous dites et on se donne rendez-vous. Ok? Très bien. Alors, en conclusion, donc, le secours de dynamique de population, c'est la dernière séance. La semaine prochaine, je suis Alaoui qui prendra la relève donc, pour la partie botanique. En conclusion à ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, donc dans la nature, voilà, dans la nature, vous avez les populations, que ce soit animales ou végétales, elles sont soumises à deux types de facteurs. Je vous apprends rien. Abiotique et biotique, là je vous apprends rien. Alors, ce sont ces deux types de facteurs qui conditionnent effectivement la vie sur Terre. La vie sur Terre, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Il y a la diversité biologique, tout simplement, effectivement. Les êtres vivants, bien la biodiversité biologique. Alors, cette biodiversité, voilà, elle est tout le temps en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que c'est un système qui est dynamique, sous forme de peuplement, population et espèces, effectivement. Ben, c'est ce que nous avons fait, effectivement. Nous, ce qui nous intéresse en dynamique des populations, c'est suivre l'évolution dans le temps et dans l'espace de cette biodiversité, effectivement. Donc, nous avons suivi la fluctuation des effectifs des animaux dans le temps et dans l'espace et surtout les mécanismes responsables de ces fluctuations. Pourquoi ça baisse? Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça baisse? Et enfin, la cible, c'est l'équilibre, effectivement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dynamique des populations. C'est quoi la dynamique des populations? Voilà, c'est le suivi de l'évolution dans le temps et dans l'espace des populations animales ou végétales, tout simplement. Mais derrière ce mot, il y a beaucoup de choses voilà, à voir. Nous avons effectivement, nous avons donc pour ceci, nous avons donc voilà, aborder, étudier l'effectif des populations, la densité, la natalité, la mortalité, autrement dit les facteurs. Voilà, les paramètres de flou, bien les paramètres, donc les variables de flou, les variables d'état, les variables démographiques. Nous avons vu toutes les deux types de variables, donc effectif, densité, natalité, mortalité, structure d'âge, etc. Pourquoi tout ça? Nous sommes arrivés à ce que nous avons vu aujourd'hui, à savoir les mécanismes d'ajustement ou de règlement effectivement de ces effectifs et de ces tailles de population. Pourquoi tout ça? Pourquoi faire de la dynamique? Pourquoi tout connaître sur ces populations? C'est pour les conserver, voilà, pour assurer un développement durable. Tout ça, c'est ça. D'où effectivement l'importance de la dynamique des populations. Vous ne pouvez pas conserver une espèce sans savoir ses traits d'histoire de vie. Il faut aller tout savoir sur cette espèce si vous voulez la conserver. Voilà, d'où effectivement l'importance de cette dynamique de population. En fait, c'est la base de la biologie de la conservation. C'est quoi en fait la biologie de la conservation? En un slide, effectivement, c'est la préservation de la biodiversité, voilà, sur Terre. Voilà, c'est ça la biologie de la conservation. Autrement dit, cette biologie de la conservation, c'est une science récente, effectivement, et qui contribue à quoi? Quel est son objectif? C'est concilier, trouver un compromis entre l'exploitation des ressources, voilà, et un développement durable. Voilà, la cible, ou bien l'objectif principal de la biologie de la conservation, c'est assurer un développement durable. Voilà, partout, génération. Réfléchir aux générations futures. Il ne faut pas penser à vous-même uniquement, mais penser aussi aux générations futures. Voilà, sur ce, je tiens à vous remercier, à vous souhaiter bon courage. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Donc, si nécessité il y a, vous me dites s'il y a nécessité donc d'organiser effectivement une